Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et merci d'être les nôtres pour cette entrevue avec le ministre Anatole Koulinema Kosso. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Perrin. Alors, nous vous recevons sur ce plateau spécialement pour parler de quelques articles du projet de constitution qui sera soumis au référendum le 25 octobre 2015. Alors là-dedans, il y a quelques articles qui sembleraient-ils permettraient normalement au président de la République certains actes qui ne lui seront jamais pris pour responsable juste après ses fonctions. Je parle ici de l'article 96. Nous allons lire pour une meilleure compréhension. Aucune poursuite pour les faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constituent le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Alors, le commun des mortels pense que c'est une constitution qui ferait la promotion de la criminalité. Je ne peux pas être d'avis avec une telle interprétation ou une telle compréhension de cette disposition. Vous avez voulu bien lire l'article 96, mais avant l'article 96, il y a l'article 95. Pour mieux comprendre l'article 96, il faut d'abord lire l'article 95. Le président de la République est justiciable devant la Haute Cour de justice. La responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ce devoir, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Dans ce cas, le président de la République est mis en accusation par le Parlement, réuni en Congrès, statuant à la majorité de 3/4 de ses membres. Une loi organique fixe les conditions et la procédure de mise en accusation du président de la République. On a bien l'impression que ce sont des articles qui se contredisent, monsieur le ministre. Voilà. Ces articles ne se contredisent pas. Ces articles se complètent. L'article 95 fait du président de la République un justiciable ordinaire. Donc le président de la République ne peut pas invoquer une forme d'immunité pendant l'exercice de ses fonctions. Il peut être jugé pour tout crime ou délit ou tout acte qui nous paraît être incompatible avec la fonction, la haute fonction qu'il exerce. Il est donc un justiciable ordinaire. Il bénéficie simplement d'une exception de juridiction. C'est-à-dire, en étant président de la République, s'il commet un crime, s'il commet un délit, il peut être donc jugé devant la Haute Cour de justice. Alors, et l'article 96 vous pose la question. Si le président de la République peut être jugé pendant l'exercice de ses fonctions, pourquoi allez-vous donc attendre qu'il ne soit plus en fonction pour être traduit devant la justice? C'est la même question qu'on poserait. Pourquoi pendant qu'il est en fonction, il peut être jugé et lorsqu'il n'est plus en fonction, il ne peut plus être jugé? Voilà, ça règle un problème. Ça règle le problème de lutte contre l'acharnement politique, de la mauvaise foi des politiques. Vous verrez dans nos pays, quand un président est en fonction, il bénéficie de toute la cour, de l'allégeance de tout le monde. Personne ne reconnaît que là, le président est mauvais. Dès qu'il aura quitté ses fonctions, même le collaborateur le plus immédiat qui a participé avec lui à la gestion va maintenant lui trouver des fautes. On voudrait éviter la justice du vainqueur sur le vaincu. On voudrait éviter la justice du règlement de compte. On voudrait éviter la justice de l'acharnement politique. On dit, puisqu'il peut être jugé pendant qu'il est en fonction, s'il y a des charges contre lui, profitez donc de l'occasion que vous donne la Constitution pour traduire le président devant la Haute Cour de justice. Et mettez-le à l'abri de tout acharnement politique quand il aura quitté la fonction. Parce que là, il y a de la mauvaise foi des acteurs politiques qui veulent continuer à perpétrer la politique du règlement de compte, la politique de l'infidélité, la politique de l'acharnement. On dit non, il faut mettre un terme à cela parce que c'est tout ça qui remet en cause même les principes que nous recherchons, les principes de l'alternance. Voyez-vous, un président de la République est en fonction.
qui sait qu'il suffit qu'il quitte les fonctions pour que tout le monde l'attende au coin de la rue avec une machette, avec une procédure. Pensez-vous qu'il vaudra partir dans ces conditions? Il aura tendance à vouloir rester aux affaires, quitte à mourir aux affaires, pour éviter qu'il ne soit l'objet de l'acharnement, l'objet d'acharnement de la part des acteurs politiques irresponsables, inconscients, véreux, vicieux. Finalement, c'est un article beaucoup plus politique ou bien c'est vraiment le droit? Parce que pourquoi on peut poursuivre quelqu'un pendant qu'il est en fonction, alors que lorsqu'il n'est plus en fonction, on peut plus... C'est quel droit ça? On est dans quel droit ça? Le droit, en général, la Constitution ou la loi en particulier, c'est fait pour régler des problèmes de société. Tout article de la Constitution ou d'une loi règle un problème. Vous pensez que la Constitution, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman qu'on lit comme ça. C'est un tout, c'est un ensemble de dispositions. Et chaque article règle un problème de société. L'article 95 fait du président de la République un citoyen à part entière, un justiciable comme les autres. Non, pas comme les autres, puisqu'ici la mise en accusation, elle est d'ailleurs conditionnée aux 3/4. Je vous explique donc. L'article 95 règle le problème de l'impunité. Pour éviter l'impunité, donc on résout le problème de l'immunité dont bénéficiait le président de la République jusque-là. On dit, on lève la question d'immunité parce que cette immunité était comparée à une forme d'impunité, ressemblait à une forme d'impunité. Comment on fait pour régler la question de l'impunité? L'immunité du président de la République. Instituons l'article 95. Que dit l'article 95? On fait du président de la République un citoyen ordinaire. Le même article, dans la linéa qui suit, dit que l'action contre le président de la République peut être engagée devant la haute cour de justice. C'est lui qui nomme les... Des 2/3 au Parlement. On règle quel problème? On dit le président de la République est quand même un citoyen. On en a fait un citoyen ordinaire, mais il conduit la haute charge de l'État. On ne va pas le livrer comme tout le monde. Sinon, on va le traîner devant n'importe quelle juridiction. Mais n'est-ce pas que la loi est au-dessus de tout le monde, monsieur le ministre? Oui, mais à quel moment, finalement, il se consacrera à la gestion des hautes charges de l'État si on donne la possibilité à n'importe quel citoyen qui a quelque chose à lui reprocher de saisir le tribunal correctionnel? Mais n'est-ce pas à lui d'être un peu exemplaire, non? Voilà. C'est pour cette raison qu'on a dit, pour lui permettre d'être exemplaire et qu'on respecte en même temps, dans cette volonté d'exemplarité, qu'on respecte en même temps la charge de la nation qu'il porte, on met une exception de juridiction. On met en place une haute cour de justice avec une procédure qui permet aux élus du peuple, réunis aux 3/4, de constater la charge qui pèse sur le président et d'engager la procédure contre le président de la République. Donc, ça règle le problème de l'arbitraire, de l'abus de poursuite par n'importe lequel des citoyens. Et ça permet de savoir d'abord quelle est la charge pour laquelle le président de la République va laisser momentanément ses fonctions pour aller répondre devant la justice. C'est pour cette raison qu'on a pris les autres alinéas de l'article 95. Maintenant, l'article 87, donc. L'article 95 règle 1. Le problème social de l'impunité, en levant l'immunité du président de la République. Règle 2. Le problème de l'arbitraire, pour ne pas exposer le président de la République au risque d'une utilisation abusive des poursuites. Et l'article 96 vient régler un problème de lutte contre l'acharnement politique, de lutte contre les règlements de compte dont sont souvent victimes les chefs d'État lorsqu'ils ont quitté les affaires. Voilà. Oui, monsieur le ministre, c'est qu'ici, les termes sont tellement flagrants qu'on parle de crimes, de manquements graves. Pourtant, ceux qui ont conçu ce projet sont bien conscients qu'un crime reste un crime. Surtout les crimes de guerre, les crimes de génocide sont imprescriptibles. Comment se fait-il qu'ici on dit juste crime et le président ne sera jamais responsable de ces crimes une fois qu'il a cessé ses fonctions? Le problème des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, le problème lié à ces crimes est réglé
par l'article 12 dit ceci, les crimes de guerre, contre l'humanité, le crime de génocide sont punis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Voilà. Donc, le problème des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, ce problème est réglé par l'article 12. Quand vous lisez donc l'article 12, vous constatez que ici, il est fait question des crimes imprescriptibles. Le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité sortent du domaine des crimes de droit commun qui sont prévus à l'article 96, pour lesquels le président de la République ne peut être poursuivi qu'à la majorité des 2/3 pendant qu'il est en fonction, et pour lesquels il ne peut pas être poursuivi lorsqu'il a fini ses fonctions. Ça, c'est donc les crimes de droit commun. Les crimes de guerre, les crimes de génocide, le crime contre l'humanité. Ce corpus de crimes régi par la loi 5 1998, du 5 octobre 1998, portant prévention et répression des crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et les mêmes crimes qui sont passibles de poursuite devant la Cour pénale internationale sont des crimes imprescriptibles. Donc, on peut supposer que... Pourtant, ce sont ces mêmes crimes-là, c'est l'article 10, oui, voilà. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Vous dites bien que les crimes sont imprescriptibles, mais dans le même temps, aucun Congolais ne peut être livré, par exemple, à la CPI. Alors, vous avez donc lu là l'alinéa numéro 1 de l'article 10. Lisez l'alinéa 2. L'alinéa 2, donc je poursuis la lecture. L'État a le droit de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Alors, dans l'alinéa 1, il n'y a pas juridiction internationale. Il y a instance ou organe étranger. OK? Voilà. Ici, il y a une différence à faire entre une juridiction étrangère et une juridiction internationale. La juridiction étrangère, c'est la juridiction du Gabon, du Togo, du Bénin, de France, des États-Unis, d'Allemagne, et ainsi de suite. Deuxièmement, cet article qui parle de juridiction étrangère parle d'extradition. Il s'agit, c'est quoi extrader un citoyen? C'est un citoyen qui est poursuivi, par exemple, à l'étranger, mais qui se trouve déjà sur le sol congolais. Quand un citoyen est sur le sol congolais, il doit bénéficier de la protection de l'État. Parce qu'il est dans son pays. Même quand il a commis. Alors, quand il a commis, c'est la justice de son pays, de son État, qui doit le juger. Aucun État n'extrade ses nationaux. C'est une règle qui est... Dans le cadre de lutte contre le terrorisme, on le voit bien, tous les temps, il y a des extraditions. Mais il ne peut pas y avoir d'extradition à une juridiction étrangère pour un citoyen. Il ne peut avoir que de remise à une juridiction internationale. Une juridiction internationale, par exemple la CPI, dont le Congo fait partie, parce qu'on a ratifié le traité de la Cour pénale internationale. À partir de ce moment, nous pouvons accepter qu'un de nos citoyens soit jugé devant la Cour pénale internationale. C'est pourquoi l'alinéa 2 vient régler ça. Je vous dis, chaque article, chaque disposition de la loi et de la Constitution règle un problème. L'alinéa 1 dit on ne peut pas extrader nos Congolais, nos nationaux, nos citoyens. Un citoyen qui est poursuivi, s'il a commis des infractions, s'il est déjà au Congo, il doit être jugé au Congo. Nous ne pouvons pas le livrer à une puissance ou à une juridiction étrangère. Maintenant, et on pose l'autre problème. On dit, mais quid des juridictions internationales dont le Congo est partie prenante, auquel le Congo est partie prenante? On dit, ah oui, là, s'il arrive que notre citoyen soit jugé devant une juridiction internationale. Donc vous voyez, dans l'alinéa 1, il n'y a pas juridiction internationale. Dans l'alinéa 1, il y a juridiction étrangère. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, quoiqu'étant une juridiction internationale, mais elle n'est pas nôtre. Vous entendez bien, Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que je vais prendre mon citoyen congolais pour le laisser être traduit en justice devant la Cour européenne des droits de l'homme? Non, elle est étrangère. Mais lorsque j'aurai une cour africaine, et quand j'ai ma cour africaine des droits de l'homme, le Congo fait partie de cette cour,
est parti à cette cour, à partir de ce moment, c'est une juridiction internationale que moi je reconnais, mon citoyen peut être jugé là. Et s'il arrive que j'aurais remis mon citoyen à cette juridiction internationale, comme la Cour pénale internationale, il faut, dans ces conditions, que je puisse accorder assistance à un citoyen. Voyez-vous, un Congolais, il est au Gabon, il est au Bénin, il est en France, il est en Grande-Bretagne, il est aux États-Unis, il est au Canada, il est au Sénégal. Nous avons des jeunes qui étudient partout. Ils peuvent être poursuivis pour un crime ou un délit, ou même, malgré le fait qu'il soit présumé innocent, on peut engager des poursuites contre lui, quitte à établir qu'il n'était pas coupable et qu'il soit relaxé. Mais pendant toute cette procédure, on va le laisser seul, se débrouiller à l'étranger, sans assistance de l'État? Non. Nous disons, tous les citoyens qui sont poursuivis à l'étranger, qui sont poursuivis devant une juridiction internationale, ils doivent bénéficier de l'assistance de l'État. Ça veut dire que l'ambassadeur qui est dans ce pays d'accueil du citoyen doit assister notre compatriote. Ça veut dire que si le compatriote ne peut pas se payer un avocat, notre État est obligé de s'organiser pour mettre un... Mais n'est-ce pas là aussi une façon de faire l'apologie des crimes à l'étranger, non? Mais c'est nos citoyens, c'est tous les pays le font. Et nous, le Congo, vous savez, quand on parle de l'émergence, ne ramenez pas seulement l'émergence à la construction de belles infrastructures que nous admirons. L'émergence, c'est dans la reconstruction de l'état de droit. L'émergence, c'est dans la répartition, le respect des droits et libertés. La justice, l'assistance, la protection des nationaux, la protection des citoyens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, vous voyez qu'il est question d'assister, de soutenir nos compatriotes à quelque niveau de la planète où ils puissent se trouver pour qu'ils puissent bénéficier de l'assistance de l'État, comme font les Occidentaux. Vous voyez les Occidentaux qui se permettent d'envoyer même le président de la République ou les premières dames aller prendre un citoyen poursuivi dans un pays pour des actes graves que ces citoyens auraient commis. Et vous voyez ou un ministre, ou un secrétaire général à la présidence, ou une première dame, ou un chef d'État se déplacer, aller dire, quel que soit ce qu'ils ont fait, quoi qu'ils aient fait, nous les amenons chez nous pour qu'ils soient jugés chez nous. Vous voyez ça? Ils sont déjà à l'étranger. Nous, on ne dit même pas ça. Nous, on dit simplement que nous devons les assister. Voilà. Et lorsqu'il s'agit, revenant sur la Cour pénale internationale, vous savez que la Cour pénale internationale est une juridiction internationale de complémentarité. Elle n'a pas primauté sur les juridictions nationales. Elle n'intervient que lorsque la justice ne peut pas être rendue dans le pays où les infractions ont été commises. Or, nous sommes au Congo. Le Congo a ratifié le statut de Rome. Le traité de Rome et donc est partie prenante au statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Ce statut de Rome et la Cour pénale internationale connaissent et punissent les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Or, ces mêmes crimes sont prévus et punis par la loi congolaise, dont je vous ai donné la référence. 5-1998 du 5 octobre 1998 portant prévention et répression des crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. La justice congolaise est compétente pour connaître et juger ces crimes. La justice congolaise est efficace. On n'est pas dans un État où il n'y a pas de justice. On a toujours dit que lorsque la justice nationale ou le droit national est faible, on fait recours Ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas dans le cas où notre justice est faible. La justice fonctionne normalement. Les juridictions, les différents niveaux de juridiction existent. Voilà, fonctionnent normalement. Donc, nous ne sommes pas dans le cas où on serait en collapsis étatique, ou dans un cas où on n'est pas capable de rendre la justice. Notre justice étant fragile, on ne respecte pas les droits et libertés. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que nous avons aboli la peine de mort.
En principe, On avait déjà ratifié, mais on n'avait jamais respecté ça. Non, la peine de mort, non, ce n'est même pas une question de ratification. La peine de mort, c'est des dispositions que nous sommes venus trouver puisque nous avons pendant longtemps fait du mimétisme. On a vu les lois qui existaient ailleurs. On a mis la peine de mort dans nos constitutions. On a mis la peine de mort dans nos lois, dans le code pénal. Mais respectueux que nous sommes de la vie de l'humain, le président de la République n'avait jamais autorisé que soit appliquée la peine de mort, alors même que la personne aurait été condamnée à cette peine. On ne l'avait jamais appliquée. Et on s'est dit, à quoi ça sert de régler, de continuer à garder une telle règle de la peine de mort dans une humanité qui doit sacraliser la vie. Voilà. Et la Cour pénale internationale se rend systématiquement compétente lorsque le coupable est censé être poursuivi dans un pays qui reconnaît encore la peine de mort. Parce qu'on peut avoir peur que ce citoyen, que ce coupable, ce criminel de guerre, ce génocidaire, ce criminel contre l'humanité soit puni de peine de mort, soit puni de mort. Et à partir de ce moment, la Cour pénale internationale peut rechercher à juger le criminel devant la CPI pour mettre le citoyen à l'abri de cette sentence de mort. Et nous réunissons donc toutes les conditions qui peuvent nous permettre de juger les génocidaires, les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité dans notre pays. On n'a donc pas besoin de les livrer à une Cour pénale internationale. Et s'il arrive que pour quelque raison que ce soit, un de nos compatriotes est déjà traduit devant la Cour pénale internationale, donc devant la juridiction internationale. C'est l'alinéa numéro 2 de l'article 10. À partir de ce moment, il doit bénéficier de l'assistance de l'État pendant toute la procédure judiciaire. Voilà le fondement ou la quintessence de ces articles qui font polémique aujourd'hui, l'article 10, l'article 12, l'article 96. merci, Monsieur le ministre. Mais pour terminer, certainement une précision, puisque pour le crime de guerre, vous avez dit le président est justiciable. Crimes de guerre, génocide et autres. Mais les crimes pour lesquels le président ne peut pas être poursuivi à la fin de ses fonctions, c'est quels crimes? Est-ce qu'on peut donner des précisions là-dessus? On dira les crimes de droit commun. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement.